Bonjour la communauté génie logiciel. Moi je m'appelle Eko Ekpoyon et je suis développeur senior Java. Donc j'ai fait mes études primaires à l'école primaire privée laïque OTP Kbeme. Au niveau du collège, c'était le collège du littoral, pareil OTP Kbeme, ancienne OTP. Aujourd'hui la société elle s'appelle SNPT. Niveau lycée, j'ai fréquenté au collège Saint-Pierre-et-Paul d'Anéor. Puis ensuite, j'ai fait les classes terminales, terminale C4 au groupe scolaire du collège Saint-Joseph. Après le bac, j'ai intégré le centre informatique et de calcul. J'ai fait mes 3 premières années au CIC. Ensuite, j'ai obtenu ma licence à l'Institut africain d'informatique, IAI. À la suite de ça, j'ai travaillé un peu à Lomé. Et puis, dans le souci de continuer mes études et d'obtenir un niveau master, je suis arrivé en France en octobre 2014, où j'ai intégré Supinfo, Campus Paris. Je fais mes 2 années d'études pratiquement en alternance. Première année en rythme école normale, temps partiel. Deuxième année en alternance classique. Et à la suite de ça, j'ai intégré le marché de l'emploi. Le premier défi auquel j'ai dû faire face en arrivant en France, c'était assez financier, la problématique du paiement de la scolarité. Parce que je venais d'arriver en France, il fallait payer la scolarité. J'avais pas forcément d'alternance à proprement parler. Comme j'ai dit tantôt, c'était une année en temps partiel et en formation continue. Donc il fallait payer la formation, donc il fallait se débrouiller en fait pour trouver les sous et financer la formation. Et en même temps, il fallait, en plus de ça, trouver le moyen en fait, de se prendre en charge, ne pas forcément être une charge pour les membres de la famille qui ont déjà eu la largesse en fait, de nous accueillir. Il fallait rapidement voler de ses propres ailes. Et ensuite, l'autre défi que je pourrais mentionner, ça va être l'intégration tant au niveau culturel qu'alimentaire. Sur le point de vue financier, je pense que les choses se sont faites d'elles-mêmes. C'est allé assez rapidement. Heureusement, sans forcément avoir fait exprès, on est rentré dans un domaine où sont des métiers en tension. Et en fait, le cadre était vraiment propice pour qu'on puisse rapidement être inséré, ce qui a fait que j'ai très rapidement pu me trouver un stage à temps partiel, avec une rémunération assez modeste qui m'a quand même permis de joindre les deux bouts, de finir le mois et tout ça. J'ai également eu de l'aide de mon oncle, l'aîné, à qui je rends un vibrant hommage dans cette vidéo, qui m'a, pour le dire comme ça littéralement, il m'a ramené à la banque, il s'est porté garant, j'ai fait un prêt, j'ai pu payer ma première année de scolarité. Donc sans cette aide-là, ça aurait été compliqué, beaucoup plus compliqué en fait que ce que j'ai vécu. Donc son aide, elle est vraiment pas négligeable, quoi. Moi, je pense que dire aujourd'hui que j'ai vraiment fait tous mes calculs pour finir dans l'informatique, ce serait un gros mensonge. Nous, on est rentré pile dans la bascule en fait, de l'ancien système vers le nouveau système LMD, celui qu'on connaît au campus universitaire de Lomé aujourd'hui. Et à l'époque, c'était juste un DUT qu'on délivrait, l'équivalent d'un bac+2. Et dans la famille, le credo, c'était d'avoir un bac+5, de finir ingénieur. L'école de prédilection que je visais, c'était l'INSI, l'École nationale supérieure d'ingénieurs, où j'avais plutôt vocation à vouloir faire du génie civil. Bon, après, ça s'est pas passé comme je l'aurais entendu. Pour être plus clair, j'ai pas été retenu au concours, quoi. Et j'avais passé également le concours du CIC à l'époque. J'étais en backup plan. Et comme vous le savez, au Togo, c'est toujours préférable de finir dans une école que dans une faculté. Donc je suis rentré au CIC comme ça, un peu à l'arrache. Et puis j'ai commencé à comprendre que même dans l'informatique, il y avait quand même de quoi.
J'ai envie de dire que jusqu'à ce que je ne quitte le Togo, je n'avais pas vraiment conscience du domaine dans lequel je rentrais. C'est vrai que plus petit, bon, on s'amusait avec les ordinateurs, on avait une certaine appétence pour l'informatique et tout, mais pas plus, sans jamais forcément imaginer faire carrière dans ce domaine-là, quoi. Donc la réponse aurait été de dire je suis rentré dedans un peu par hasard, quoi. Je suis arrivé en France avec un objectif bien précis. Il fallait que je sois capable de me prendre en charge assez rapidement. Et donc, il n'y avait pas forcément de la place pour pouvoir céder à tous les loisirs de la vie, tout ce qu'on peut rencontrer quand on est dans la vie estudiantine. Et donc, ma vie d'étudiant, elle se résumait à quoi? C'était école, stage, dodo et puis job de week-end. Et donc, mon objectif principal, c'était de rapidement finir, obtenir mon diplôme et décrocher un CDI. En fait, pour être plus explicite, je suis arrivé en octobre 2014. En novembre, déjà en novembre, j'ai commencé à travailler en tant qu'employé polyvalent dans une station d'essence. Et donc, c'était ça le job de week-end, de samedi, dimanche. Et puis, à partir de janvier, j'ai commencé en fait le stage à temps partiel. Donc, typiquement, l'emploi du temps, c'était lundi, mardi, stage à temps partiel en entreprise. Mercredi à vendredi, j'étais à l'école. Donc, c'était les cours, les examens sur ces périodes-là. Et puis, samedi, dimanche, donc samedi, 7h à pratiquement 14-15h, je bossais en fait dans une station-service en tant qu'employé polyvalent. Est-ce que j'avais une organisation particulière? A priori, non. Oui et non, parce que je rentrais en fait du job de week-end assez fatigué. Samedi, dimanche, à partir de 16h jusqu'à 20h, j'avais quand même le temps de réviser, de regarder un peu les cours et tout ça. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu une licence en fait à Lomé. Et j'avais un peu touché du doigt le monde professionnel. Ce qui fait qu'il y avait pas mal de cours qui étaient, à titre de rappel, c'était des choses que j'avais déjà faites. Donc c'était plus intuitif, plus facile pour moi. La partie la plus compliquée, c'était de pouvoir s'organiser pour les projets de groupe. Donc il fallait tenir compte. Je pense à l'époque, j'étais même pas le seul qui devait allier job de week-end, stage à temps partiel et puis école. Donc on arrivait quand même à s'organiser pour travailler tard le soir ou tard dans la nuit. Le mode de vie, les démarches administratives, le fonctionnement même du pays, de l'État français, il est complètement différent de ce qu'on a pu connaître au Togo jusqu'à ce jour. Donc j'ai envie de dire, le premier conseil, c'est ne t'isole pas. Ce n'est pas non plus qu'il faut que tu aies une centaine d'amis, mais c'est juste qu'en réalité, c'est plus compliqué en France de trouver la solution à ces problèmes tout seul. Parce qu'il y a une montagne d'informations, il faut pouvoir trouver l'information, synthétiser l'information, démêler le vrai du faux, savoir quelle procédure est à jour, quelle procédure s'applique en fait à ton statut, à ton profil. C'est un peu compliqué. Donc, ne t'isole pas. Et puis, si dans la diaspora, tu as des grands frères sur qui tu peux te reposer, n'hésite pas, pose des questions. Et puis, il faut développer une certaine curiosité. Essayer d'avoir aussi une certaine autonomie. N'atteins pas tout de l'école. Pour un développeur junior en informatique, mon premier conseil, c'est n'attends pas tout de l'école. J'ai envie de dire, n'attends même vraiment rien de l'école. Alors rien, ce serait peut-être un peu égoïste de ma part parce que l'école nous a quand même donné pas mal de choses. Mais aujourd'hui, ce qu'on est, la synthèse, ce qu'on peut prétendre être aujourd'hui, ce n'est pas forcément sur les bancs de l'école qu'on apprend ça. C'est beaucoup d'heures de travail personnel, c'est beaucoup de recherche personnelle, c'est beaucoup de discussions, de partage d'expériences. Comme je le disais tantôt, il ne faut pas s'isoler. C'est beaucoup de partage d'expériences avec autant les aînés que les gens de sa propre promotion. Et sur le plan technique, quand tu es un petit noir en France, il faut que tu fournisses le double, voire le triple, pour ne pas dire le quadruple de l'effort que fournirait
un petit blanc pour être reconnu au même niveau que ce petit blanc-là. Et ça, Samuel Eto'o l'a déjà dit dans plusieurs de ses interviews et je l'ai expérimenté moi-même. Alors, les compétences clés pour réussir en tant que développeur, bon, il y a bien sûr les compétences techniques. Il faut aller dans le fond des choses. Il faut perpétuellement se poser les questions du pourquoi, le pourquoi du comment. Dans un jargon plus informatique, on parle généralement de root cause. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, un principe ou un concept, essayez de comprendre le fond de ce concept. Qu'est-ce qui a emmené, en fait, à induire ce concept, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous remontiez, en fait, à la raison première. Et à partir de là, vous comprenez vraiment le fond des choses. Et ça, je le dis à tous les développeurs parce que ça permet de développer cette faculté-là à comprendre toutes les lignes de code qu'on écrit. Parce que oui, autant quand on est junior, on a l'habitude où on va toujours chercher du code sur Internet, on copie-colle. On ne sait pas forcément ce qu'on est en train de faire, mais quand on veut progresser, atteindre certains niveaux, il faut comprendre exactement ce qu'on est en train de faire. Moi, je suis développeur Java et ça m'arrive parfois d'aller lire des classes du JDK. Et donc, c'est une manière en fait de savoir exactement ce qu'on est en train de faire. Quand j'écris telle ligne de code, quels peuvent être les impacts sur le technique, sur le fonctionnel. Ça, c'est l'aspect technique. Maintenant, après, il faut quand même aussi une dimension humaine. Vous ne devez pas forcément vous dire « moi, je suis le meilleur » et puis vous prenez tous vos collègues de haut. Il faut développer une certaine empathie. Il y a un cours qui est très intéressant, ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. Moi, je vous conseille de le regarder. Nous, on a eu la chance de le suivre à Supinfo, ce cours-là. Et je remercie toujours celui qui a eu l'idée d'introduire ce cours-là dans le programme. C'est quelque chose qui vous aide dans la vie professionnelle, même dans la vie personnelle, dans vos relations interpersonnelles. Mais c'est quand même assez important de garder cette dimension humaine-là quand on est développeur. Donc, je pense que si on allie ces deux aptitudes, on peut s'en sortir. La relation avec les collègues, je pense que ça dépend d'abord et avant tout du type de personne qu'on est. Il faut essayer de se connaître soi-même, de mieux comprendre ses forces, ses faiblesses. Il n'y a pas de recette préfaite. Autant moi je vais vous dire vis-à-vis de mes collègues, je reste strictement professionnel, entre griffes. On n'est pas potes, c'est pas avec ces collègues-là que je vais faire mon brunch du dimanche. Mais ça n'empêche pas qu'on fasse des dîners, des déjeuners, ce genre de choses, qu'on se prenne des pots un jeudi soir. Autant cette formule-là, elle peut marcher pour moi, autant pour quelqu'un d'autre, en fonction de son comportement ou de sa personnalité, ça peut ne pas marcher. Il y en a qui ont vraiment besoin d'être extravertis socialement pour pouvoir s'en sortir en entreprise. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être introvertis. Donc je pense que chacun a sa personnalité. Ce qui marche pour moi ne marcherait pas forcément pour autrui. Donc le but du jeu, c'est de savoir ce qui est en adéquation avec sa personnalité. Ça peut être quelque chose d'intéressant, dépendant du contexte professionnel dans lequel on se trouve. J'ai envie de dire que si on est dans une équipe où l'atmosphère qui règne, c'est une atmosphère, on va dire, familiale, oui, effectivement, on peut faire des efforts, prendre sur soi-même si on est quelqu'un d'introverti pour se dépasser un peu et puis faire un peu plus que ce qu'on ferait normalement. Après, quand vous êtes dans une autre équipe où ce n'est pas forcément ça, tout le monde en mode je reste assez professionnel, c'est peut-être pas la peine d'en faire trop au risque de passer pour un clown. Donc ça dépend vraiment du... Moi, je vais dire du contexte de la mission parce que je suis consultant, je suis pas interne, donc ça dépend, moi, dans mon cas, du contexte de la mission ou de l'atmosphère qui règne, qu'on soit en start-up ou en mission, de l'ambiance en fait qui règne. J'ai envie de dire qu'il faut savoir s'adapter. Et encore une fois, le cours d'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui permet de pouvoir switcher en fait entre griffes. Le but, ce n'est pas d'être schizophrène ou d'être un sociopathe, non, mais de pouvoir s'adapter, adapter sa personnalité à l'entreprise, quoi. Le premier projet phare sur lequel j'ai travaillé, qui m'a forgé en fait professionnellement, ça va être
celui où j'ai travaillé pour l'entreprise Kajekfi, pour l'application Perfect Web. C'est vraiment sur le code de cette application-là que j'ai pu entrer en fait dans le domaine professionnel, j'ai pu comprendre un peu, j'ai pu franchir le pas, on va dire, sortir du domaine académique pour rentrer dans le domaine professionnel. L'autre expérience la plus marquante, bon, je vais quand même faire un petit clin d'œil à ma première mission en CDI. Donc, c'était dans le domaine fonctionnel de l'asset management. Je travaillais pour le compte de Amundi Asset Management. C'est une expérience assez enrichissante, ma première expérience en France, où je découvrais un peu le monde professionnel en France, comment est-ce que les gens bossaient, quelle était la culture d'entreprise, etc., etc. En termes de projet le plus marquant, j'ai envie de dire au niveau de la stack professionnelle et au niveau de la stack technique, voilà, au niveau de la stack technique, je dirais c'est surtout celle à la Société Générale, où j'ai eu à travailler en fait sur des problématiques de front office dans le domaine de la finance. Donc, je travaillais sur une application de trading où la Société Générale est market maker et donc on intervenait en fait sur toute la chaîne. Donc c'est un domaine assez passionnant où je peux passer 2-3 heures de temps à expliquer les concepts et tout, mais c'est peut-être pas le but de la vidéo. Non, pas particulièrement. J'ai pas reçu de formation à proprement parler en finance. J'ai appris sur le tas. Ce qui est bien, c'est que quand vous lisez du code et que vous savez faire du rétro-engineering, vous arrivez en fait, même si vous n'êtes pas fidèle au spec initial, vous arrivez quand même à déceler les specs, les spécifications. Quand je dis spec, c'est les spécifications fonctionnelles. Vous arrivez quand même à comprendre les règles de gestion. Et les règles de gestion ne sont autres que le fonctionnement même du domaine financier. Et donc, vous arrivez en fait à les comprendre. Même si aujourd'hui, je ne peux pas me prévaloir d'être un financier, il y a des termes qui vont être employés où je ne serai pas complètement bleu. Je sais un peu de quoi on parle. Alors, moi, comme je l'ai dit en début de vidéo, je suis développeur Java. Donc, je travaille dans l'écosystème Java, toutes les technologies qui tournent autour. Donc, ça va être la dernière version de Java sur laquelle j'ai travaillé, c'est du Java 11. J'ai touché un tout petit peu au Java 17, mais bon, c'est pas voilà. Après, voilà, comme je dis Java, donc tout ce qui va être Maven, tout ce qui va être Git, tout ce qui va être Sonar. Après, lors d'une de mes missions également, je suis intervenu sur des problématiques de CI/CD, donc où j'ai eu à construire en fait tout un pipeline une chaîne de livraison, voilà, on va l'appeler comme ça. Donc ça part du build, du packaging et du déploiement en fait sur une des machines, que ce soit de prod ou que ce soit d'un environnement quelconque, et le lancement en fait justement de ces exécutables là. Donc c'est aujourd'hui tout ce qui s'apparente en fait aux problématiques Ops. Au cours de mes missions, j'ai pas encore eu à toucher du cloud, mais j'en ai fait de façon personnelle en termes de veille technologique pour quand même me mettre un peu à jour. Pour faire un peu plus de précision, moi je suis surtout développeur back-end. J'ai pas trop touché au front, même si bon après, si un besoin client se faisait sentir, ce serait pas un problème de monter en compétence sur du front. La réponse toute faite serait de dire que je participe au DevOps, ce qui n'est pas vrai du tout. Mais je compte m'y mettre à partir de l'année prochaine. Il faut que je participe justement à tout ce qui est DevOps. C'est à mon sens le meilleur moyen de rester à jour par rapport à tout ce qui se fait de nouveau dans le domaine de l'informatique. Mais personnellement, ce que je fais, c'est... Je m'amuse en fait à regarder les dernières offres d'emploi qui sont postées. Je regarde les compétences qui sont requises, les compétences qui sont demandées. Et dans des descriptifs de postes assez poussés, vous avez en fait un certain nombre de technologies qui sont citées. Et donc très vite, vous savez bon, bah, si vous avez touché à ça ou pas. Et puis vous essayez on va dire de lier cette technologie-là à un concept en informatique. Ça peut être, on va dire, de la problématique de déploiement, ça peut être du dev, ça peut être du front, du back, tout ce que vous voulez. Et à partir de là, vous essayez de voir, est-ce que dans cette thématique-là, quel est mon niveau? Et plus la techno est demandée, plus vous vous rendez compte que ça va être la niche de demain, si on peut l'appeler ainsi.
Et donc vous essayez en fait de vous recycler si vous y connaissez pas. Pour l'instant, c'est toujours de rester en consulting. En consulting, alors la règle en France, c'est vous faites maximum 3 ans de mission chez un client. Vous êtes prolongeable 1 fois ou 2 fois maximum. Mais en règle générale, au bout de 3 ans, vous sortez de la mission, vous êtes obligé d'aller chez un autre client. Et en fait, ce qui est intéressant de faire ça, c'est en restant en consulting, c'est que vous voyez pas mal de monde, vous voyez pas mal de consultants, vous voyez pas mal de clients, vous voyez pas mal d'applications, de projets, pas mal de philosophie, de développement, de fonctionnement d'équipe. Et c'est assez enrichissant. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années de consulting, pour l'instant, j'en ai pas encore marre, mais si un jour j'en ai marre, j'essaierai de voir si je peux pas me mettre en interne